Quel rôle joue la religion et l'Église dans la guerre russe contre l'Ukraine? Quelles réformes de l'Église orthodoxe sont nécessaires pour construire la paix? Et que voudrait dire la justice traditionnelle pour l'Ukraine aujourd'hui? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tatiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Antoine Arjakovski, historien, directeur de recherche au Collège de Bernardin, directeur émérite de l'Institut d'études œcuméniques à Lviv. Avec ses collègues du Collège de Bernardin, Antoine Arjakovski vient d'organiser un séminaire de recherche intitulé « Comment faire l'œuvre de la vérité et de justice pour l'Ukraine ». Bonjour Antoine, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes historien, vous êtes directeur de recherche au Collège de Bernardin aujourd'hui, vous êtes aussi directeur émérite de l'Institut d'études œcuméniques à Lviv et donc nous allons parler aujourd'hui de la guerre et de la religion, de l'Église évidemment, et ma première question concerne cette frappe tout à fait récente de l'armée russe contre la Lord de Groth, la Lord de Petchersk à Kiev, qui est intervenue dans la nuit du 14 à 15 juin 2026, donc tout à fait récemment. Donc ma première question, quelle est votre lecture en fait de cette frappe? Pourquoi déjà l'armée russe hostile d'infliger une telle frappe contre un endroit aussi sacré que l'heure de Petchersk? Oui, moi j'ai été très choqué par ce bombardement. On savait que depuis le début de la guerre, les Russes bombardaient des lieux de culte. Il y a plus de 300 lieux de culte qui ont été bombardés par l'armée russe. Mais là, c'est vrai que la cathédrale de la Dormition à la lore des grottes de Kiev, c'est un lieu très symbolique parce que c'est là où le christianisme s'est vraiment installé dans la Rousse il y a plus de 1000 ans. Et cette cathédrale, elle fait le lien avec des siècles d'histoire de l'Église. Et donc, bombarder cette cathédrale de la Dormition, c'est vraiment tirer sur le cœur de l'Ukraine. C'est pour ça que j'ai comparé un peu cette cathédrale avec la cathédrale Saint-Denis en France, qui est aussi un lieu de mémoire important de toute l'histoire de France depuis l'époque médiévale. Et pour moi, si l'armée russe vise la cathédrale de la Dormition, c'est elle n'a pas d'autre solution, elle n'avance pas sur le front, et donc elle cherche à, à tirer sur le cœur même de l'identité ukrainienne. Ça correspond tout à fait avec ce que nous disons dans le cadre de nos recherches au collège sur le fait qu'il y a une vraie logique génocidaire qui cherche du côté russe à détruire l'âme ukrainienne. Donc voilà. Et en plus, c'est vrai que cette cathédrale de la Dormition, elle avait déjà été bombardée pendant la guerre en 1941. Alors il y a des débats parmi les historiens, y compris en Ukraine, pour savoir qui étaient ceux qui avaient bombardé la cathédrale de la Dormition. Mais les dernières recherches historiques confirment le jugement du tribunal de Nuremberg pour dire que c'était bien les nazis qui avaient bombardé en 1941 cette cathédrale de la Dormition et non pas les soviétiques. Et donc, d'une certaine façon, Poutine se met en continuité avec les nazis, lui qui se considère comme le grand défenseur de l'Union soviétique, etc. Donc ça montre que maintenant les masques sont tombés, que la Russie apparaît vraiment comme un gouvernement totalitaire qui cherche à détruire tout ce qu'il peut, quoi. Oui, mais à la fois, ce
Ce qui était très étonnant parce que vous dites que ça touche directement au cœur de l'identité ukrainienne, mais le problème avec cette leurre et cette église, c'est que les Russes ont prétendu pendant longtemps, pendant des siècles, que ça constitue, donc cette leurre de Petchersk, leurre de grotte, constitue une partie intégrante tout aussi bien de leur identité. Donc, c'est-à-dire que dans ce geste, on voit clairement quelque chose de très suicidaire, n'est-ce pas? En tout cas, nous avons entendu tous en fait, Marguerite Simonian, cette propagandiste russe, tout au début de la grande invasion russe en 2022, il disait que jamais l'armée russe ne va pas bombarder Kiev parce que justement, il y a l'heure, il y a un lieu sacré, notamment pour toute cette imaginaire russe. Comment on peut expliquer en fait? Mais c'est parce que c'est un mythe que de dire que la Lore fait partie de l'identité russe. En réalité, c'est l'Empire russe qui s'est emparé de la Lore de Kiev au XVIIe siècle simplement. C'est uniquement à partir de 1686 que la Lore Saint-Antoine des Grottes est passée sous l'égide de Moscou. Donc, ce qui s'est passé depuis 2022, c'est que l'Église orthodoxe ukrainienne, qui relevait du patriarcat de Moscou, a coupé ses liens, en tout cas officiellement, vis-à-vis de Moscou. Pas dans la réalité, c'est vrai, et c'est pour ça que on a interrogé cette année dans le cadre de notre recherche Victor Yelensky, qui nous confirme qu'il y a beaucoup d'évêques de l'Église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou qui restent complètement liés à Moscou. Mais en tout cas, sur le papier, depuis 2022, depuis mai 2022, cette Église orthodoxe ukrainienne, elle a coupé ses liens avec Moscou. Et ça rend fou le patriarche Kirill, ça rend fou le président Poutine, parce que ça casse leur mythe selon lequel la Rousse de Kiev fait partie de la Russie. Et donc, pour moi, c'est un geste de ressentiment plus qu'un geste suicidaire, parce que finalement, est-ce que eux y croyaient vraiment à ce que l'Ukraine a toujours fait partie de la Russie? Ça, c'est un mythe de la propagande. Là, ils voient que pendant la guerre, non seulement l'Église orthodoxe ukrainienne a coupé ses liens statutairement avec Moscou, mais que en plus cette Laure, cette cathédrale de la Dormition, elle est passée à l'Église orthodoxe d'Ukraine, c'est-à-dire à l'Église autocéphale, dirigée par Monseigneur Epiphanie. Et donc, c'est pour ça que c'est cette partie-là de la Laure qui a été bombardée, et non pas la partie basse de la Laure, où il y a encore des moines de l'Église orthodoxe ukrainienne. C'est la partie haute qui a été bombardée, c'est-à-dire la partie qui a décidé de revenir à l'Église d'Ukraine, c'est-à-dire à couper les ponts avec Moscou. C'est ça qu'ils veulent bombarder, qu'ils veulent tuer, et c'est un geste de rage, on va dire. Vous publiez, vous commentez beaucoup sur la question de la religion, parce que c'est votre spécialité, votre focus, en fait, le focus de vos recherches. Dans la guerre actuelle, la religion joue évidemment son rôle, le rôle important. Les deux pays, l'Ukraine et la Russie, ont évidemment la même religion, c'est la religion chrétienne, la religion orthodoxe, mais néanmoins, on constate qu'il y a toujours cette tension qui est présente sur le terrain. Alors, ma question, quelle est votre vision globale du rôle de la religion chrétienne orthodoxe dans cette guerre? Oui, moi j'ai sorti un livre en 2023 qui s'appelle Pour sortir de la guerre. Et dans ce livre, j'explique qu'il y a 4 grandes causes à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et l'une de ces 4 grandes causes, c'est la cause religieuse. Parce que, de fait, il y a une tension qui dure depuis des siècles entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Constantinople. Le patriarcat de Moscou n'a été reconnu que à la fin du XVIIe siècle par le patriarcat de Constantinople, à la fin du XVIe siècle, pardon, par le patriarcat de Constantinople, mais depuis le XXe siècle, le patriarcat de Moscou cherche à devenir le leader du monde orthodoxe et donc refuse la primauté qui est accordée
par le au patriarcat de Constantinople depuis plus de 1500 ans. C'était lors des premiers conciles écuméniques que les églises orientales ont reconnu que Constantinople, la nouvelle Rome, avait la primauté sur les églises orientales. Et donc ça a toujours été comme ça. Mais au XXe siècle, lorsque Staline a rétabli l'Église orthodoxe russe en 1943, il a voulu aussi que cette Église orthodoxe russe domine l'ensemble des 14, 15 églises orthodoxes autocéphales dans le monde. Et donc euh, ça, bien entendu, ça a été refusé par le patriarcat de Constantinople, ça a été refusé aussi par d'autres églises. Et il y a eu une nouvelle tension qui a montré que ce problème-là n'était pas réglé en 2016. En 2016, il devait y avoir, et on fête cette année le 10e anniversaire du mois de juin 2016, le concile pan-orthodoxe qui réunissait l'ensemble des 15 églises orthodoxes autocéphales. Moscou avait donné son accord, au mois de janvier avait signé tous les papiers, et au mois de juin 2016, ils ne sont pas venus, ils ont entraîné avec eux l'église de Bulgarie, l'église de Géorgie, l'église d'Antioche, parce qu'ils craignaient justement qu'à l'occasion de ce concile, ils ne montrent vraiment que le premier parmi les égaux dans les églises orientales, c'est Constantinople. Et si Constantinople, après le concile, en venait à reconnaître l'église d'Ukraine, alors ça aurait été une catastrophe pour la Russie et pour Poutine. Donc ils ne sont pas venus et donc ça a été le début d'une nouvelle crise qui a abouti au fait que en 2018-2019, le patriarche Bartholomé a reconnu l'Église orthodoxe d'Ukraine comme une église autocéphale. Et ça a été le début d'un schisme. On peut vraiment parler d'un schisme, c'est-à-dire d'une rupture de communion eucharistique entre Moscou et Constantinople. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une rupture profonde parce que les deux plus grandes églises orthodoxes dans le monde, c'est l'église de Russie et l'église d'Ukraine. Et qu'il n'y ait pas de communion entre ces deux églises, eh bien, c'est l'une des sources de cette guerre, qui n'est pas d'ailleurs une guerre uniquement entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Constantinople, ainsi que l'église orthodoxe d'Ukraine, qui est une guerre, d'une certaine façon, entre l'ensemble des églises orthodoxes. Les églises orthodoxes ne se sont pas mises d'accord finalement, puisque Moscou n'est pas venu à Kolymbari en Crète en 2016, ils ne se sont pas mis d'accord sur la bonne gouvernance dans l'Église. Comment reconnaît-on une Église autocéphale? Qui doit donner son accord? Comment ça se passe, etc. Ça n'a pas été décidé. Donc voilà, il y a bien entendu d'autres causes dans la guerre russo-ukrainienne. Il y a une cause politique. Est-ce que c'est la démocratie ou est-ce que c'est l'empire? Il y a une cause géopolitique. Est-ce que il y a une alliance avec l'OTAN ou pas? Il y a une cause historique, à savoir est-ce que la Rousse de Kiev n'a d'héritière que la Russie, ou bien est-ce que l'Ukraine est habilitée aussi à être l'héritière légitime de la Rousse de Kiev? Voilà, il y a ces autres causes de la crise qui sont très profondes également. Mais en général, on ne parle pas de la quatrième cause qui est la cause religieuse, mais ce bombardement de la cathédrale de la Dormition nous rappelle que l'Église russe a pris entièrement parti du côté de Poutine, de l'agresseur, et donc est co-responsable de cette guerre génocidaire qui atteint vraiment le cœur de l'Ukraine. Et donc, pour nous, dans le cadre de nos recherches qu'on mène au Collège de Bernardin depuis pas mal d'années, on a sorti pas mal de livres et on dit deux choses. On dit d'une part, il faut sanctionner l'Église russe, elle est co-responsable et c'est pas normal qu'il n'y ait toujours pas de sanctions de l'Union européenne contre le patriarche Kirill, par exemple, et contre ses évêques qui vivent en Europe. Et d'autre part, il faut une réforme de l'Église orthodoxe. Et malheureusement, personne ne parle de cette réforme. Et nous, c'est pour ça qu'on a publié un livre l'année dernière pour dire que pour mener des réformes, il faut travailler de façon œcuménique et prendre l'exemple de ce qui s'est fait dans d'autres églises dans l'histoire du XXe siècle. L'église luthérienne allemande avait collaboré avec Hitler, avec le régime nazi, et après la Deuxième Guerre mondiale, a réussi à se réformer. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut aussi travailler du côté de cette réforme de l'Église orthodoxe. Et puis voilà, il y a cet ouvrage intitulé « Quelle réforme de l'Église
pour construire la paix, où vous êtes justement directeur de recherche. En fait, ce livre représente un ensemble de recherches qui veulent répondre à la question fondamentale, comment faire de la sorte que la religion contribue à la construction de la paix, et non pas à l'inverse, non pas à la guerre. Donc ma question, quelles réformes, selon vous, seraient nécessaires pour qu'on puisse véritablement envisager la paix, et notamment la paix avec la Russie? Alors ça, justement, c'est une étude qu'on a publiée avec un groupe d'une trentaine de chercheurs venant de différentes églises, et donc bien entendu de l'Église orthodoxe de Constantinople. Et on a invité aussi des prêtres de l'Église orthodoxe russe qui ont quitté le patriarcat de Moscou parce qu'ils voulaient pas lire la prière euh, pour la Sainte Russie, etc. Donc qui ont dû quitter le patriarcat de Moscou. On a invité des chercheurs de différents horizons. Et là où on s'est tous mis d'accord, c'est que la maladie de l'Église orthodoxe, elle est profonde. Elle ne concerne d'ailleurs pas uniquement l'Église russe, elle concerne aussi les autres églises orthodoxes. Mais bien entendu que l'Église la plus malade, c'est l'Église russe. Et ça, c'est pour des raisons très anciennes, des raisons qu'avait déjà souligné Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Il y a un problème de fond dans cette Église russe qui considère que Dieu est tellement tout-puissant qu'il en est responsable du mal. Et donc ça avait rendu fou Dostoïevski qui disait mais non, un petit enfant qui se fait écraser par des chevaux, c'est injuste, c'est pas normal, Dieu ne peut pas vouloir ça. Alors que l'Église russe, elle considère en lisant la prière des moines d'Optino que tout ce qui arrive dans la journée se produit selon la sainte volonté de Dieu. Donc voilà, c'est terrible, c'est une église qui en vient à se mettre du côté du mal et à justifier le mal. Il y a donc le premier problème, c'est un problème métaphysique. Et en Occident, les églises ont évolué par rapport à ça. Bien entendu qu'en Occident, certaines églises ont connu ce même genre de dérive monophysite, comme on dit, c'est une dérive hérétique. Et des grandes figures intellectuelles, des grands saints, on dit que, mais non, lisez l'épître de Jacques en particulier, qui dit que Dieu n'est pas responsable du mal. Dieu est amour. Donc voilà, ça c'est une première chose, mais qui est très importante parce qu'elle détermine tout le reste. Il y a un travail à faire donc sur cette question de la spiritualité, de la métaphysique. Mais il y a d'autres choses, d'autres réformes qui sont urgentes. Il y a bien entendu la question de la liturgie. Les Russes continuent à prier en vieux slavon que personne ne comprend en réalité. Et donc cette réforme de la langue, l'Église occidentale, l'Église catholique l'a faite au moment du Concile Vatican II, et ça a permis à l'Église de rayonner, ça a donné un élan missionnaire. Il y a la question des fêtes liturgiques, c'est pas normal qu'on ne puisse pas célébrer la date de Noël et de Pâques ensemble avec les chrétiens du monde entier. C'est d'ailleurs pour ça que l'Église orthodoxe d'Ukraine et l'Église gréco-catholique ukrainienne décident de fêter Noël en même temps que les Européens. Mais pour moi, il y a beaucoup d'autres réformes. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y en a une qui est la plus importante, qui est la réforme théologico-politique. C'est-à-dire que cette symphonie byzantine, c'est un mythe, ça ne marche pas. L'idée que le tsar, le président, l'empereur s'occupe des corps, tandis que le patriarche s'occupe de l'âme, et donc ensemble, le patriarche et l'empereur doivent gouverner, ce qu'on appelle la symphonie byzantine, qui a été définie depuis le IXe siècle par le patriarche Photius et par les empereurs. En réalité, ça ne marche pas. Et ça n'a rien de chrétien. Dans l'Évangile, c'est marqué nulle part. C'est une sorte de vision cathare qui divise l'âme et le corps. C'est pas chrétien. Et donc, ça, malheureusement, ça a conduit à la symphonie byzantine et avec cette idée qui dure jusqu'à Poutine, que Poutine s'occupe du politique et Kirill s'occupe des questions spirituelles. En fait, c'est une hérésie chrétienne. Et donc, le plus urgent, c'est de rétablir la vraie théologie politique qui consiste à séparer le royaume de Dieu du royaume de César, tout en cherchant à voir quelles sont les coopérations possibles pour le bien commun. Mais la première chose à faire, c'est de comprendre, c'est que le royaume de Dieu est séparé du royaume de César. Et ça a des conséquences très pratiques sur le droit. L'Église orientale, l'Église orthodoxe, a un mépris du droit.
elle considère que le droit, c'est fait pour un monde déchu, un monde perdu, alors que les chrétiens, eux, sont déjà au royaume de Dieu, ils n'ont pas besoin du droit. Et donc, à cause de ça, le droit canonique, c'est-à-dire le droit qui est propre à l'Église, dans l'Église orientale, n'a jamais été codifié, harmonisé depuis plus d'un millénaire. Ça veut dire on vit encore dans l'Église orthodoxe avec des canons du 3e siècle ou du 4e siècle après Jésus-Christ, alors que les canons, ça n'a rien de dogmatique, ça n'a rien d'une vérité éternelle. Le canon, c'est juste pour adapter la vérité de l'Évangile à la vérité du monde. Et à cause de ça, eh bien, il y a une sorte de non-droit, d'arbitraire absolu dans l'Église russe et dans les églises orthodoxes en général, qui légitime la violence, ou bien, d'un autre côté, qui conduisent à l'anarchisme. Donc c'est pour ça que nous, on dit, l'Église catholique, elle a fait un travail important sur le droit, les églises protestantes aussi, et en Ukraine, l'Église gréco-catholique, elle, a adopté un droit canon au XXe siècle, qui est à la fois, qui puise dans la tradition spirituelle orientale, et qui en même temps comprend qu'on peut pas faire n'importe quoi. Que par exemple, un évêque ne peut pas virer un prêtre parce qu'il ne dit pas une prière en faveur de la guerre à l'Église, ce que fait l'Église russe aujourd'hui. Donc voilà, on insiste beaucoup sur la nécessité dans l'Église orthodoxe de mettre en place une commission interecclésiale et si possible œcuménique de codification du droit qui permettrait eh bien, de retrouver le meilleur du droit. C'est-à-dire que le droit, c'est pas une contrainte, c'est fait au contraire pour protéger, pour transmettre. Et ça, c'est biblique. Dans la Bible, déjà, il est marqué qu'il faut protéger la veuve et l'orphelin. Et donc, il y a une dimension importante du droit, spirituelle du droit, qu'il faut retrouver aujourd'hui de façon œcuménique. Oui, en effet, cette question de droit, cette question de la justice qui vous préoccupe personnellement et qui préoccupe évidemment tout le travail que vous menez au collège de Bernardin. Votre étude récente s'intitule Comment faire œuvre de vérité et de justice pour l'Ukraine. En fait, il s'agit d'un travail de longue haleine puisque plusieurs personnalités, plusieurs experts ont participé à cet effort intellectuel. Expliquez-nous vos conclusions. Comment faire justement cette œuvre de vérité et de justice pour l'Ukraine dans la guerre où justement on ne voit pas la fin, en tout cas pas aujourd'hui. Oui, c'est une recherche qu'on a menée avec l'Institut chrétien d'Orient et avec une association qui s'appelle Pour l'Ukraine, qui en France est une des associations les plus dynamiques de soutien à l'Ukraine. Et donc cette recherche, on l'a présentée le 15 juin dernier avec la région Normandie, le Forum Normandie pour la paix. Et le principal de ce qu'on a voulu dire, c'est que face à l'horreur de ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire il y a plus de 231 000 crimes de guerre, ça veut dire c'est gigantesque. On n'a jamais vu une telle horreur en Europe depuis le nazisme. Donc face à cette situation énorme, dramatique, nous, on dit premièrement qu'il faut faire en sorte que la justice puisse commencer dès maintenant, qu'il ne faut pas attendre. On a eu une vidéo de Alexandra Matviïtchouk qui nous disait le pire, c'est l'impunité. Et c'est d'ailleurs ce que veulent les Russes. Au mois d'octobre dernier, lors des négociations, Kirill Dmitriev a fait passer le message qu'il y aurait des négociations que s'il y avait une amnistie contre les criminels de guerre. Et là, heureusement, les Européens ont réagi en disant « mais ça, c'est pas possible, parce que les crimes de guerre, c'est imprescriptible. Ça veut dire il peut pas y avoir d'amnistie sur des crimes pareils. Donc, comment faire pour défendre cette justice? Eh bien, c'est de commencer dès maintenant. Dès maintenant, on devrait être en mesure de juger les criminels, et c'est la raison pour laquelle on était très heureux que le 15 mai dernier, le tribunal spécial pour juger le crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine ait été mis en place par le Conseil de l'Europe et par l'Ukraine, avec le soutien de 36 pays, dont la Commission européenne, et donc va pouvoir commencer à travailler à La Haye dès cette année, et on espère pouvoir juger les responsables de la guerre. Le crime d'agression, c'est le crime des crimes. Et donc, des gens comme Vladimir Poutine,
Sergueï Lavrov, patriarche Kirill et d'autres, puissent être jugés. Et l'avantage de ce système de tribunal spécial pour crime d'agression, c'est qu'il peut aussi juger par contumace, c'est-à-dire à distance, sans nécessairement que la personne soit déjà arrêtée et sans prendre en compte le statut de la personne jugée. Donc ça, pour nous, c'est très important et on a poussé pour que cette décision soit prise et c'est pour ça qu'on était content lundi soir dernier d'avoir un message du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, pour dire que c'est vraiment une priorité de la France que ce tribunal spécial puisse commencer rapidement ses travaux. Donc ça, c'est la première chose qu'on dit, l'urgence de commencer dès maintenant à ce que justice soit faite. Et la deuxième grande chose qu'on a comprise au cours de nos recherches, c'est que ce qu'il faut, c'est une justice transitionnelle. Et que les gens ne savent pas ce que c'est en réalité que la justice transitionnelle. Quand on parle de justice transitionnelle, la plupart des gens pensent à l'Afrique du Sud, le Ubuntu qui a mis en face les victimes de l'apartheid avec les responsables de l'apartheid. En réalité, ça n'est qu'une toute petite partie de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est quelque chose de plus complexe qui dit oui, bien sûr, il faut un tribunal, mais il faut surtout qu'il y ait la vérité historique qui soit dite. Il faut qu'il y ait des réparations qui soient faites aux victimes. Il faut que les victimes puissent bénéficier de garanties de non-répétition. Et enfin, il faut une mémorialisation du conflit. Et ça, c'est les 5 piliers de la justice transitionnelle qui ont été définis en fait il n'y a pas très longtemps, il y a une trentaine d'années, par de grands juristes, notamment Louis Joinet, qui a travaillé aux Nations Unies. Et donc nous, on dit, l'avantage de la justice transitionnelle, c'est qu'elle permet de mettre la victime au centre. C'est une justice qui est personnaliste, qui prend en compte toutes les victimes. Et en Ukraine, c'est bien entendu des dizaines de millions de personnes qui sont concernées par les bombardements qui ont lieu chaque nuit, chaque jour, par les familles qui ont perdu leurs enfants, qui ont été kidnappés par la Russie, par les citoyens ukrainiens, tout simplement, qui ont été kidnappés et torturés dans les territoires occupés. Donc c'est vraiment des millions de personnes, tous ceux qui ont dû quitter leur logement. Donc pour faire face à ça, eh bien, nous, ce qu'on dit, et pour que ça commence dès maintenant, on dit le tribunal qui va juger, comme à Nuremberg, la trentaine de hauts responsables, c'est important, il faut le faire, même si les gens disent que ça coûte cher, que ça prend du temps, il faut le faire. Mais surtout, il faut mettre en place dès maintenant des compensations. Et pour que les compensations aux victimes commencent dès maintenant, eh bien nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut saisir les biens de la Banque centrale de Russie qui sont gérés par Euroclear en Belgique. C'est plus de 200 milliards de dollars. Et pour l'instant, les Européens se sont mis d'accord pour saisir uniquement les intérêts. Mais nous, on considère qu'il n'y a aucune raison d'attendre, qu'il y a clairement une violation du droit international et que donc on est habilité à les saisir pour pouvoir, bien entendu, armer l'Ukraine, mais aussi commencer le travail de compensation des victimes de cette guerre qui sont des millions. Ensuite, sur la question de la vérité historique, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a bien une logique génocidaire du côté russe et que malheureusement, les Européens ne la voient pas. Et que ça, c'est grave parce que on utilise de faux arguments. Le président Macron, par exemple, a dit, moi, je veux pas parler de génocide parce que c'est aux juristes de dire ça. Mais les juristes ont répondu en disant, mais nous, on peut parler de génocide parce que la Convention de Genève de 1948, de décembre 1948, est une convention pour non seulement juger, mais aussi prévenir le crime de génocide. Et pour le prévenir, il faut pouvoir le nommer. Ça veut dire, c'est pas à la fin du jugement d'un tribunal qu'on nomme le génocide. C'est dès le début, quand on voit se mettre en place une logique génocidaire. Et alors du coup, ensuite, Macron a dit, ah ben, moi, je vais pas parler de génocide parce que c'est aux historiens de dire s'il y a un génocide. Et là, les historiens ont répondu en disant, mais attendez, Gregory Stanton, qui est un grand juriste et aussi un historien, il a parlé dans un article qui s'appelle Les 10 étapes du génocide, 10 Steps of Genocide, que ce génocide, il a bien commencé et depuis le XVIIe siècle, il y a une logique génocidaire qui a été marquée en particulier par le Golodomor, mais qui est aujourd'hui reprise avec le bombardement de toutes les infrastructures civiles et énergétiques et par tous les discours de Poutine qui dit qu'il n'y a pas d'Ukraine sans
sans la Russie. Donc voilà, nous on plaide pour l'utilisation du terme qu'on considère tout à fait justifié par les juristes comme par les historiens, et on voudrait que les politiques l'utilisent. Mais ça, c'est un gros travail à faire encore, et j'espère on pourra en reparler. Mais je termine juste sur les autres propositions que nous faisons dans la tribune qu'on a publiée sur le site du Collège des Bernardins. On parle, pour les garanties de non-répétition, on dit ces garanties, elles doivent pas être apportées après le cessez-le-feu. Elles doivent être apportées dès maintenant. Pourquoi ? Parce que la Russie a violé le droit international, elle a violé le mémorandum de Budapest, elle a violé la convention de Genève sur les génocides, et donc ces garanties de sécurité, il faut les apporter dès maintenant en protégeant le ciel ukrainien et en fournissant des systèmes SMPT-NG de dernière génération. Et ça a été un plaisir pour moi d'entendre le président Macron, lors du sommet du G7 à Évian, dire que c'est maintenant la priorité de la coalition des volontaires que de fournir des systèmes de protection des batteries anti-aériennes. Voilà, ils prennent du temps avant de réaliser ce qu'il faut faire, mais là au moins ils ont compris. Donc ça va prendre encore du temps avant que ne soient livrées de nouvelles batteries SMPT, mais on veut pousser dans cette direction. Et puis la dernière chose qu'on dit sur le 5e pilier de cette justice transitionnelle, la mémorialisation du conflit, on a fait un exposé, j'ai fait en particulier un exposé sur le travail remarquable que fait l'Institut de la mémoire ukrainienne, de la mémoire historique, dirigé par monsieur Alfiorov. Il y a un travail législatif qui est important et qui me paraît remarquable. Et je dis, malheureusement, nous ne le faisons pas en Europe. Or, pour nous, les crimes poutiniens, c'est une répétition des crimes staliniens, des crimes soviétiques. Et donc, nous militons au sein d'une association qui s'appelle la Plateforme de la mémoire et de la conscience européenne, qui est basée à Prague et qui réunit 70 instituts de la mémoire nationale, comme celui de Kiev, qui en fait partie aussi. Eh bien, nous disons il faut ériger un mémorial aux victimes des régimes totalitaires à Bruxelles, juste à côté du Parlement européen, place Solidarnosc, de telle façon à ce que les citoyens européens comprennent que le nazisme a été un phénomène totalitaire horrible, mais le communisme aussi. Et parce qu'on l'a pas jugé, eh bien, on assiste à sa résurgence aujourd'hui en Russie. Donc voilà, cette justice transitionnelle, pour le dire en un mot, elle réclame un effort non seulement du gouvernement ukrainien, mais je dirais de tous les gouvernements européens, puisque cette guerre, elle menace la civilisation européenne. Donc c'est nous tous qui devons nous mobiliser. Et j'étais très heureux qu'à la fin de cette soirée, qui a été marquée en particulier par la parole de Nathalie Loiseau, parlementaire européenne, ou de Laure Mandeville, reporter au Figaro, de Pierre Reymann, de cette association pour l'Ukraine, qui a engagé une campagne de mobilisation de toutes les municipalités françaises pour soutenir les prisonniers ukrainiens en Russie, par Céline Bardet, qui est une juriste qui a travaillé aussi sur les crimes de guerre au Kosovo et en ex-Yougoslavie, et tous étaient d'accord là-dessus. Et donc, ça a été un plaisir de voir qu'à la fin, après un concert de musique ukrainienne par le quatuor Bleu et Or qui a joué Almachi, Sylvestrov, tous étaient d'accord pour dire que nous étions tous concernés et donc on devait tous se mobiliser pour que la justice commence dès maintenant pour l'Ukraine. Oui, la question de la justice est importante car elle concerne non seulement l'Ukraine, mais tout aussi bien l'Europe, puisqu'il s'agit du projet démocratique du monde libre qui est menacé directement par l'agression russe. Et l'impunité russe que vous évoquiez est là depuis des décennies et elle menace le monde libre. Merci beaucoup Antoine pour vos explications et pour toutes vos recherches au Collège de Bernardon qui rappellent aux hommes et aux femmes politiques les fondamentaux, qu'il ne faut pas laisser le mal impuni, même si le chemin vers la vérité et justice ne sera pas court, évidemment. La longueur de ce chemin ne devrait pas nous empêcher de penser dans les termes clairs et lucides. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tetiana, et bravo pour tout ce que vous faites. C'est formidable. Merci infiniment. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes.
Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis accompagnée par Antoine Arjakovski, historien, directeur de recherche au Collège de Bernardin, directeur émérite de l'Institut d'études écuméniques à Lviv. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.